Les monts du Forêt, en VTT, je m'en suis pris des gamelles. À ce point? Telle fois, je me suis arraché toute la poitrine, le bout du nez et le front. Je descendais une grande pente et c'était sur les monts le Bessa, sur les hauteurs de les monts du Forêt. Et, ouais, c'est des jolis coins. Et là, ouais, c'était de belles balades. Et tu avais eu droit à des fractures ou pas? Omoplate. Ouais. J'en garde un très mauvais souvenir. En plein mois de juin, je me fracture l'omoplate. On me met un bandage à l'américaine pendant 3 mois comme cela. Pas de douche. Je me lavais d'une main au gant de toilette. Là-dessous, ça puait le mort. Et après, pendant 6 mois, pour lever l'épaule, rééducation, c'était la galère. Un bandage à l'américaine, c'est un jersey qu'on met de là et t'es mobilisé pendant 3 mois comme ça. Et pour dormir? Ah, la misère. La misère. Ouais, tu ne pouvais même pas dormir allongé, je pense que tu es obligé de te tirer. Un peu sur le dos et un peu sur le côté, mais aller sur ce côté, c'est pas possible. Et heureusement que tu n'as pas eu recours à des cachets, quoi. À l'époque, non. J'avais 16 ans, 17 ans. Je veux dire, les cachetons à cet âge-là. Si, le premier jour, quand tu es... le premier jour, ça fait vraiment, vraiment mal. Tu as l'épaule qui tombe, tu as le corps, la moitié du corps qui est tout engorlourdi. C'est un poids, ça tombe tout, tu sens plus rien. Et tu as une douleur intense, profonde. Ça devait toucher les organes aussi alors? Comment? Ça devait toucher les organes aussi? Non, rien que l'omoplate. Mais la douleur, elle est tellement intense que ça te prend tout le côté du corps. Et je vois qu'il me fait signe de la tête. Il a dû avoir ça. Non. Mais tu connais des gens qui ont... c'est douloureux. Moi, je connais un truc similaire, mais moins grave. En fait, j'avais glissé sur une plaque de verglas. Je m'étais retrouvé sur le dos, de la verticale sur le dos. Et après, quand j'ai eu mon Covid, ils avaient remarqué que j'avais perdu 1 cm, tout ça à cause du tassement de la colonne vertébrale. Mais bon, moi j'ai eu mal, mais pas autant que toi, quoi. Ah non, mais c'était... Moi j'avais l'impression qu'on m'avait bastonné avec un bâton, tu vois, sur le dos, quoi. Toutes les personnes qui ont eu ce type de fracture à l'omoplate, clavicule ou des machins comme cela, ils ont eu les mêmes symptômes que moi, et les mêmes traitements, le même soin. Et tu as gardé des séquelles? Non, parce que du coup, je fais de la rééducation et par la suite, je m'étais mis à la natation et je m'étais trouvé excellent nageur. Et c'est là où j'ai débuté la natation et j'y allais quasiment tous les jours, 1 heure. Je faisais 1 heure de traversée des bassins. Jusqu'à aujourd'hui, je fais ma natation. Aujourd'hui, c'est 1-2 fois par semaine. En été, quand il fait très chaud, c'est 3 fois, voire 4-5 fois par semaine. C'est bon, c'est pour la respiration. 1 heure de natation tous les jours. Et c'est payant ou pas? Tu as un abonnement? Les abonnements mensuels. Tu prends un abonnement mensuel ou à l'année, ou tu prends une carte dans un club. Soit tu prends une carte dans un club, ça sera un peu moins cher, mais il faut y aller aux heures du club. Ou sinon, tu as les abonnements entrée libre. Et tu prends ton billet par tous les mois ou à l'année. Et là, c'est dans les 2,50 €, 2,90 €, ça dépend. Et c'est vrai qu'à Marseille, tu as la mer. Dans votre... Salut. Bonjour. Oui, la semaine, elle s'est passée comment? Tu l'as trouvée comment la semaine? Moi, j'ai plutôt bossé, donc je n'ai pas regardé l'actualité. Elle a été assez riche. Là, on s'est rendu compte que la France, la diplomatie française n'a pas été à la hauteur. Elle s'est fait évincer des négociations avec l'Ukraine. Et nous, les entreprises françaises, la société française qui a beaucoup financé l'effort de guerre depuis le début. Et on a même soutenu le peuple ukrainien qui sont venus se réfugier en France. Il y a eu pas mal d'échanges, de solidarité, ce qui est tout à fait normal. Mais ce qui est vraiment franchement dégueulasse, c'est que la France n'est pas sur la table des négociations
Et c'est les États-Unis, et eux, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rafler tous les marchés de reconstruction et les négociations avec la Russie. Et nous, on va partir une main devant, une main derrière. C'est là où on se rend compte que la France, elle a perdu de sa grandeur, de son influence. Et ça, c'est depuis Sarkozy. On a eu un petit échantillon avec De Villepin qui s'est virulement opposé à l'intervention en Irak. Il faut savoir qu'à cette période-là, la France elle avait signé un contrat de plus de 50 milliards de dollars avec le Saddam Hussein, l'Irak, pour la reconstruction de l'Irak suite au premier conflit armé qu'il y avait eu. Et c'est pour ça que la France elle était montée au créneau. Alors, il y avait de l'humanité, il y avait de la diplomatie, il y avait beaucoup on se souvient de ce grand discours que De Villepin a fait à l'ONU. Il fait date, il a marqué les esprits. C'est là où c'est qu'on se rend compte que la France, elle peut être grande. Mais depuis Sarkozy, plus rien ne va. Tout a chuté, notre balance commerciale, nos réseaux d'influence à l'international, la diplomatie, les affaires, tout est vraiment... On a tout perdu et avec Macron, ça s'est accentué. Regardez, je parle du cas de l'Algérie, mais on peut parler du cas du Mali, du Cameroun. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, à vrai dire. Déjà Sarkozy, la vente des autoroutes, après la liste est tellement longue. C'est l'intérieur, ça c'est le business intérieur. Moi je te parle du business extérieur, d'une balance commerciale. L'image de la France dans le monde. Voilà, elle s'est fortement entachée, écornée, et ça, nos médias, nos diplomates, nos hommes politiques, ils n'ont pas été à la hauteur et la France n'a rien d'attrayant, ça ne donne pas envie toutes les anciennes colonies, elles travaillent avec la Chine, la Turquie, l'Inde, les États, enfin d'autres pays. Ils se sont détournés de la France. Et c'est fort regrettable pour nous en France, qui vivons en France, qui en avons grandement besoin pour nos finances publiques, parce que cracher sur cette politique-là, il faut savoir que quand nous on vient en France, c'est des médecins en moins, c'est des profs en moins, c'est des aides en moins, c'est des soins en moins, c'est les caisses de l'État, ça nous touche directement. Et, tu sais, c'est comme un classement de foot mondial. Tu as la Coupe du Monde, ou non, la Coupe d'Europe, et tu as plein de nationalités au Paris Saint-Germain. Alors j'imagine, je suis entre guillemets, je veux dire, pro-rwandais. Je ne le suis pas, mais je prends un exemple. Il y a une superstar du Rwanda qui va venir jouer ici au Paris Saint-Germain. Et moi, je vis à Paris. C'est Paris que je soutiens. C'est pas le Rwanda. C'est Paris qui va me faire vibrer, qui va, avec son jeu, avec ses victoires. Nous qui sommes issus de la diversité, quand on vient en France, c'est la France qui nous nourrit, c'est la France qui nous, qui nous héberge, qui nous abunette, qui nous fait travailler. On est français, on se bat au quotidien pour défendre les valeurs et les idées et la richesse de la France. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Il y a que mes articles de presse qui en font foi. On ne peut pas tirer à boulet rouge sur la France, sur ce qui se passe à l'extérieur. Au contraire, il faut que la France, elle soit forte à l'extérieur pour pouvoir faire du business. Si on veut vendre notre Roquefort, notre vin, quand je vois des Français qui soutiennent la politique américaine, mais ces gens-là, c'est des gros trous du cul. Pourquoi? Parce que moi, j'ai envie de voir prospérer le paysan français qui va faire travailler des Français, qui va dépenser son argent chez les commerçants français, qui va envoyer ses enfants à l'école française. Et à côté de ça, tu as des gens qui vont faire
pas l'apologie, mais le vanter la politique américaine, vanter Trump, soutenir Trump, faire des louanges à Trump. Mais Trump, il est là pour nous baiser la gueule. Il fait son boulot. Je parle du vin, mais ça peut être le Roquefort, ça peut être des tas de choses. Souvenez-vous des Américains, le coup de pute qu'ils nous ont fait quand on a voulu vendre les navires à la Russie, les porte-hélicoptères. Quand on a voulu vendre les sous-marins à l'Australie, avec l'Angleterre, ils nous ont baisé la gueule. C'est tous les emplois, c'est des milliers d'emplois à Saint-Nazaire. On parle de milliards. Ces milliards-là, ils auraient pu aller avec les taxes, les impôts, que ce soit chez les ouvriers qui touchent des fiches de paye, l'entreprise qui paye des impôts, le patron qui gagne son salaire, tout le monde paye des impôts. Et ces impôts-là, eh ben, regardez, on a de l'électricité, on a des rues pavées, on a du goudron, on va dans n'importe quel village de France, on a de l'eau courante, on a du goudron, on a des routes viabilisées. Si on n'avait pas cet argent-là, parce que notre économie actuellement elle est basée que sur notre consommation nationale, et ça ne va pas tenir longtemps. Il faut aller chercher de la richesse. Quand on parle de la décroissance, ça veut tout dire et rien dire. Il faut être mesuré et équilibré dans l'économie. Il ne faut pas aller expolier, escroquer, enfin voler ou piller les ressources en Afrique. Non, il y a des moyens de trouver des terrains gagnants-gagnants. C'est tout à fait possible. Bien sûr. On peut développer aussi bien des pays avec qui on va signer des accords commerciaux et nous en France, il faut être. Il existe des commerces équitables, ça existe et tout le monde est gagnant. Et nous, pendant des années, avec la colonisation, on n'a fait que du pillage et aujourd'hui on en paye les conséquences. Et il faut renouer des liens forts. Il y a une communauté en France des anciennes colonies, des anciens pays. On pourrait s'en servir et s'appuyer dessus pour retisser des liens plus profonds, plus constructifs pour les années, les décennies à venir. Mais pour ceci, il faut que nos dirigeants politiques et surtout les partis politiques arrêtent leur discrimination, qu'ils soient à gauche, à droite ou écolo. Et il faut qu'ils fassent participer. D'ailleurs, il y a un rapport de l'ONU, là. Ouais, je crois que c'est l'ONU qui a sorti. Non, c'est les États-Unis, le commerce. Je crois que c'est l'économie américaine. Il y a un service aux États-Unis. Ils ont fait un rapport qu'en France, les entreprises du CAC 40, il faut qu'elles soient beaucoup moins racistes. Je pèse mes mots. On a des pépites, des Blacks, des Maghrébins, des Asiatiques, des personnes issues des colonies de la diversité qui excellent dans leur domaine. Ces personnes-là, on ne leur donne pas les moyens d'apporter leur savoir, leur richesse à la France. Et ces gens-là partent à l'étranger. D'ailleurs, il y a un livre qui est sorti, un journaliste français qui a sorti un bouquin, M. Pulvin. Le titre, c'est « La France, je l'aime, mais je la quitte ». Alors, c'est toutes des personnes issues de la diversité qui sont français et qui ont fait ils excellent dans leur domaine. Et ces gens-là, en France, ils ont frappé à pas mal de portes et on leur a tourné le dos. Et ils sont partis aux États-Unis, en Angleterre, au Qatar, en Suisse, en Allemagne, un peu partout. Et ils font le bonheur des grosses entreprises, des multinationales internationales. Et en France, on n'en veut pas. Et il y a un rapport qui est sorti ces jours-ci, là, que j'ai survolé, qui explique que les entreprises françaises du CAC 40 doivent embaucher, faire un peu plus un effort et arrêter leur discrimination d'entre-soi qui se tiennent par la barbichette. Oui, mais il y a aussi du sabotage aussi des entrepreneurs en France. Ça devient de plus en plus difficile de lancer un restaurant. Il y a tellement de règles. Alors moi qui viens du milieu de l'artisanat, tu sais que j'étais artisan boulanger pendant plusieurs décennies. C'est vrai que nous, les artisans, on est confrontés à plusieurs problèmes. Si on était
qu'il soit, moi je parle de la boulangerie, mais ça peut être dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans la carrosserie, dans l'électricité, le maçonnerie, n'importe quel corps de métier d'art, de l'artisanat. Si on s'occupait que de notre travail, pourquoi on a accepté de nous lancer et de nous engager pour un trip qui est notre passion, notre plaisir? Un maçon, un ébéniste, un menuisier, ou même un boulanger ou un boucher, quand il se lève le matin, il y va fièrement, c'est le fruit de son travail, c'est sa boutique, il veut satisfaire le client. Et à côté de ça, il y a toute cette lourdeur administrative, toute cette gestion, toute cette comptabilité, à un tel point que c'est tellement lourd que le seul jour de repos qu'on a, c'est pour aller chez le comptable. Et chez tous les coiffeurs, esthéticiens, n'importe quel corps de métier. Tu claques des heures, pas possible. Souvent, tu as des problèmes de personnel. Tu as les fournisseurs qui viennent là que pour chercher le pognon. Et tu as l'État qui te met des pressions avec des normes pas possibles. Eh bien, être entrepreneur aujourd'hui de nos jours, c'est extrêmement contraignant. Ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup d'obligations, et ce n'est pas rémunéré à la juste valeur de ce qu'on devrait toucher. À l'époque, j'avais mon ouvrier, mon chef pâtissier, Arnaud. On était à un repas avec sa femme. Et je dis, même si je gagnais 10 000 euros par mois, si je ramenais mon taux horaire, ça me ferait du 5 euros de l'heure. Je dis, qui va travailler pour 5 euros de l'heure ici? Même si tu as l'esthéticienne, pour beaucoup, ils touchent moins que le SMIC. Et tu peux même travailler à perte dans ces conditions. Ouais, mais il y a beaucoup d'artisans, commerçants, ils sont là que pour la passion, le plaisir, le trip, mais ils ne sont pas là pour l'argent. S'ils ferment leur boutique, ils gagneraient 2-3 fois le salaire qu'ils gagnent dans leur entreprise. Par contre, maintenant, à Paris, il y a de plus en plus de boulangers qui achètent ils ont des produits déjà faits, quoi. Oui, bien sûr. C'est simple. En boulangerie, pâtisserie, cuisine, restauration, si tu veux avoir une gamme, être maître de ta production de A à Z, il te faut du personnel. Et quand tu vois des boulangeries, pâtisseries ou même des cuisines avec une gamme de produits extrêmement vaste, il y a Anguille sous roche. C'est que sûrement le matin vers 5-4 heures, il y a un camion qui a livré. Voilà, ils se font livrer. Qu'est-ce que tu veux, c'est les problèmes de gestion, de personnel et de charge. Je veux dire, un croissant surgelé, ça doit coûter dans les 20 centimes. Ça tombe pas malade, c'est pas en retard, c'est régulier, ça te casse pas les bonbons. T'as pas de problème. C'est dur d'avoir du bon personnel. Tu sais, moi j'ai eu du personnel. Tous les ouvriers qui tenaient la route, qui ont travaillé chez moi, ils m'ont tous quitté, pas pour aller chez un autre patron, mais pour créer leur propre entreprise. Et au Puy-en-Velay, sur le bassin du Puy-en-Velay, j'ai au moins 7 ouvriers, boulangers, pâtissiers qui ont leur boutique. Dès qu'ils m'ont quitté, parce que je responsabilisais beaucoup, je faisais beaucoup de formations. J'avais la chance d'avoir l'École nationale supérieure de la pâtisserie où on forme les meilleurs ouvriers de France. J'avais mes apprentis, quelques-uns qui étaient là-bas. J'avais pas mal de formations avec des champions du monde, Jean-Jacques Borne, Olivier Bajard, le Daniel, le Moncoudiol, enfin toutes ces personnes qui sont connues du milieu de la pâtisserie haut de gamme. J'étais à 30 km de chez eux et on faisait des échanges. Et je faisais partie du conseil d'administration du syndicat de la boulangerie. Donc, pour en revenir aux artisans, c'est compliqué. Et en plus de ça, les boulangers,
c'est les seuls, enfin avec les buralistes, on se fait braquer. Moi ici, je me suis fait braquer, mes vendeuses, elles se sont fait braquer. On est les seuls à avoir de l'espèce. Ouais, mais je crois qu'ils ont changé à Paris, je crois qu'il y a des machines maintenant. Ça suffit pas, ils viennent te chercher, ils te séquestrent, ils font des homejacking. On est les seuls à avoir de la liquidité. Si tu vas, regarde, là je prends la pharmacie, le restaurant, le magasin de fringues, je paye en carte bleue ou avec la carte vitale. Mais quand tu vas acheter tes clopes, tu poses ton billet, ou même ils piquent des paquets de clopes. Une cartouche, ça coûte plus de 100 €. Ils arrivent à voler ça. Mais nous, les boulangers, tu poses les pièces, les billets. Moi, j'ai un collègue boulanger à Saint-Just-Saint-Rambert, dans la Loire. Lui s'est fait tuer pour 50 €. Ouais. Pour 50 €. La vie au pas grand-chose. Pour 50 € à Saint-Just-Saint-Rambert, dans la Loire. Et il s'est fait tuer pour 50 €. J'ai mon neveu, lui, il tient un bar tabac, lui, et il a fini à l'hôpital, en réa. Ils l'ont massacré pour des cartouches, pour sa recette et des cartouches de cigarettes. Ils ont été arrêtés quand même, les... Non. Si, à Saint-Just-Saint-Rambert, la personne a été arrêtée, c'était une femme, une junk, avec un fusil de chasse, pour les 50 €. Elle a été arrêtée. Mais moi, non, ils ont arrêté personne. Mon neveu, ils ont arrêté personne. Et puis d'autres personnes qui se font... on est des victimes, on n'a rien pour... Et tu as eu l'impression qu'il y a une enquête poussée ou bon, pour moi, non, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Tu n'étais pas très motivé, quoi. Non. Et c'était volontaire. C'était délibéré. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est délibéré. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je suis gilet jaune et que je manifeste, pour prendre la parole, expliquer, et puis rencontrer des gens qui ont vécu les mêmes choses plus ou moins similaires que moi. Et il y en a pas mal. On s'est retrouvés chez les gilets jaunes. On est des personnes qui n'avons jamais manifesté de notre vie. On faisait que travailler. Et quand le jour qu'on a vu les gilets jaunes arriver, on a décidé de rejoindre le mouvement. Alors il y a Angelo de Reims qui lui, il a eu des gros problèmes avec la justice à Reims. Il en est venu carrément aux mains avec le procureur. Tu as William, lui, il est avocat, lui, pareil, lui, il a tout perdu. Tu as Inda, là, qui est là, qui, elle, pareil, elle est... voilà, on est des personnes qui avons été victimes d'aberrations et des dérives de la mafia de notre État. On a été victimes, et toutes ces personnes-là, elles sont venues chez les Gilets jaunes, et malencontreusement, tout a été fait pour nous évincer, nous tirer dessus à boulet rouge pour nous discréditer. C'est les gens qui font partie souvent de partis politiques, de syndicats, d'associations, qui veulent avoir un ego surdimensionné, qui veulent prendre de la parole, de la visibilité sur les réseaux sociaux. Mais à vrai dire, il n'y a pas mieux qu'une victime qui a été touchée dans sa propre chair, qui peut mieux prendre la parole. Quand je vois, tout à l'heure, j'ai discuté avec Inda, on parlait justement de ça, je la mettais en garde. Elle m'a dit, oh là, mais j'ai vite compris ce qui se passe. Il y a des gens qui viennent, qui veulent avoir de l'aura, qui veulent parler sur les réseaux, qui veulent exister, qui veulent s'afficher à côté d'elle. Et moi, je lui ai fait comprendre que les seules personnes à qui elle pouvait faire vraiment confiance, c'est les personnes qui avaient été touchées dans leur propre chair. Bien sûr. Mais par contre, les gens qui déboulent comme cela, tu ne sais pas d'où, et qui veulent prendre de la parole et parler de sujets qui les concernent, mais bon, c'est sympa, il y en a beaucoup qui rejoignent, qui soutiennent par solidarité, par empathie, par justice sociale, ça c'est louable, mais qui nous évincent, qui nous discréditent, ça c'est pas normal. Moi j'en ai eu la mère, c'est
Ouais, j'en ai eu plein d'exemples. Des personnes, d'ailleurs, il n'y a pas bien longtemps, on a fait une manifestation contre le racisme. Moi qui étais victime de discrimination, le culot, j'ai vu des personnes qui étaient présentes, mais j'aurais. Attends, mais c'est osé quand même. Ouais. C'est l'hypocrisie des gens. Il y a des personnes qui étaient présentes et qui jouent c'est les gens de gauche, les écolos de gauche. C'est pour se nettoyer la conscience. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais ils manifestent contre eux-mêmes. J'ai éclaté de rire. C'est la vérité. Enfin, ça me fait bien rire. Alors voilà, ça commence à partir et il y a quelques gilets jaunes en plus. Alors regardez, avec tous les problèmes qu'il y a actuellement en France, au lieu d'être solidaire, faire bloc, aujourd'hui il y a plusieurs manifestations, mais ça ne remplira pas les 300 000 personnes qu'on avait ici au début des gilets jaunes, rien qu'à Paris, pour l'essence et quelques taxes et tout ça. Regardez là, on est combien qu'on est. Même les lanceurs d'alerte, les personnes qui ont été victimes, elles ne viennent plus. Elles ont tellement été bousculées, elles ont été déçues que tu prends un gars comme Angelo, il louait une voiture, il venait tous les samedis à Paris avec sa Sono, sa Twingo et avec son... Il vient plus, William, il vient plus. Tous ces gens-là, on les voit plus. Et pourtant, ils ont plein de choses à dire. Alors on a un RG là juste à derrière, qui est habillé comme un gars des quartiers, qui tient les murs, comme a dit leur quartier à la retraite. Il a le parfait. Voilà, il surveille ce qu'on disait, alors peut-être à l'écouter. Ouais, mais ça devrait l'intéresser. Après, il suffit qu'il aille sur ma chaîne, qu'il s'abonne et qu'il partage. J'ai rien à cacher, moi. Non, mais je sais, mais pas besoin de se coller à nous, hein, vu qu'on est en direct. Mais j'ai rien à cacher. Tout ce que je dis, je l'ai déjà dit et je redirai et je continuerai à le redire. Ouais. Ah, ça y est, là, on est... Donc on va commencer par... On a une vingtaine de gilets jaunes. Chez Philippot, ils vont être peut-être 15 000, 20 000. Il y a Philippot aujourd'hui? Ouais. Place de la République pour le logement, ils doivent être pareil, peut-être 5, 10, 20 000, je ne sais pas combien, mais ils doivent être nombreux. Et c'est des sujets que nous, les gilets jaunes, qu'on avait abordés, que ce soit le droit au logement, pouvoir se nourrir, se chauffer. Et là, chacun tire pour sa part, pour sa chapelle. Ouais. C'est vrai que ça c'est un problème, ça. C'est vrai qu'il faut rassembler le plus large possible, quoi. C'est l'ego des personnes qui veulent faire de la politique. Ceux qui veulent faire de la politique, il va dans un parti, il organise son mouvement, et il se débrouille pour changer les choses, mais qu'ils ne viennent pas chez les gilets jaunes. Qu'est-ce que c'est un gilet jaune? Un gilet jaune, c'est un orphelin. Il n'a pas de parti, il n'a pas d'association, il n'a rien du tout sur quoi s'accrocher. C'est un orphelin volontaire parce qu'il n'a pas trop envie de se rattacher à un parti en général. Voilà, parce qu'il trouve que ça ça passe à son goût. Parce que moi je n'adhèrerai jamais dans un parti qui pratique de la discrimination, tout ce qu'on peut voir. Sexiste, entre-soi, élitiste. Moi je ne peux pas adhérer à un parti comme cela. De toute façon, tous les 49.3 qu'ils ont passé comme une lettre à la poste, on peut comprendre qu'il y a un jeu de dupes avec les partis. Ah oui, ils s'arrangent entre eux, ils mangent tous dans le même gamelle. Ils ont fait les mêmes écoles, ils ont les mêmes dealers. Et ils sont ensemble, quoi. Ils mangent et ils font tout ensemble, quoi. Ah ouais, ils font tout ensemble. Après, ils se partagent le gâteau, ils veulent une plus grosse part, c'est juste la divergence. Ah, c'est dommage. Il n'y a jamais eu autant de misère, de corruption, de passe-droit, de clientélisme. Ils se font un pognon de dingue. Et à côté de ça, c'est des gars qui filment du matin au soir et qui ont du mal à s'en sortir. Mais si ces gens-là, ils veulent avoir le même train de vie que les chefs d'entreprise, qu'ils se lancent dans les affaires,
Ouais, mais je préfère jouer plutôt, je récupère ce que tu fais. Je récupère le fruit de ton travail, je pense. C'est plutôt le principe. C'est pas possible, ça. Tu peux pas avoir le même train de vie qu'un chef d'entreprise avec les deniers du peuple. C'est pas possible. Ben, pour toi, c'est C'est pas juste possible. Ah, regarde les caisses. Qu'est-ce qui se passe? C'est les extrêmes. L'abstention. De plus en plus d'élus qui se font agresser. De plus en plus d'incivilité. On va vers le chaos. Il y a une étude de la NASA ils ont analysé les grands pays, enfin les empires, etc., comment ils se sont cassés la gueule. Eh ben, les élites, le peuple, l'écart qui s'est creusé, il était tellement important que ça s'est cassé la gueule. Alors. que ça s'est cassé la gueule. Ben, ouais. Tous les grands pays qui ont dominé le monde, qui ont été de grandes puissances, elles sont tous passées par là. Ouais.